Il a posé les clés sur la table, comme si c'était un trophée. Une voiture neuve, pour mon frère. Et devant moi, une feuille pliée en deux. Je n'ai même pas eu besoin de la déplier pour comprendre ce que c'était. Ce que mon père ne savait pas, c'est que j'avais passé toute la matinée au bureau du département, et que la maison dans laquelle il venait de faire ce discours m'appartenait depuis 6 ans. Il a trinqué bruyamment, il a dit que mon frère était le seul enfant dont la famille pouvait être fière. Un investissement, voilà ce qu'il était. Moi, selon ses mots, je n'étais qu'une dépense. 1200 € avant vendredi, Chloé, et ne t'avise pas d'être en retard. Ma mère regardait son assiette. Mon frère ricanait doucement. Ma tante ne disait rien. J'ai pris la feuille, je l'ai regardée droit dans les yeux, et j'ai dit un seul mot. D'accord. Ils ont cru que je pliais. Ils ont cru que j'étais à bout. Ils allaient comprendre ce qui arrive quand la dépense décide enfin de récupérer ce qui lui appartient. Je m'appelle Sophie Lefebvre, j'avais 28 ans ce soir-là. Et si tu veux savoir comment on retourne une situation qu'on a mise en place depuis des années sans que personne ne s'en doute, reste avec moi jusqu'à la fin. Je suis parajuriste, on ne nous paie pas pour être paranoïaque, on nous paie pour être précise. Et j'avais cette particularité d'exceller dans les deux à la fois. Depuis plus de 6 ans, je travaillais chez Thorne et Associés, un cabinet immobilier au 17e étage d'une tour du centre de Clermont-Ferrand. J'y étais entrée comme junior le même été où j'avais obtenu mon diplôme à l'université Dumont, et j'y étais restée à travers chaque promotion que le cabinet avait pu m'offrir. Parce que chez Thorne, j'avais appris quelque chose sur moi-même qu'aucune salle de cours n'aurait pu m'enseigner. Je savais lire une trace documentaire comme d'autres lisent de la poésie. Rien qu'à la façon dont un transfert était daté, je pouvais dire si quelqu'un cherchait à cacher ce qu'il pensait être indétectable. J'avais décroché mon master en droit à l'université Dumont-Laurent en suivant les cours du soir pendant 4 ans, tout en continuant à travailler la journée. Le diplôme encadré de la promotion 2025 était accroché au-dessus de ma commode. L'examen du barreau était prévu fin juillet. Il me restait 9 semaines de révision quand mon père avait claqué cet avis de loyer sur la table. Et pendant chacune de ces semaines, j'avais fait semblant de ne pas savoir ce que je savais pertinemment. Sur mon ordinateur, dans un dossier intitulé Trucs ennuyeux, j'avais un tableur que j'avais commencé la première rue où j'étais revenue vivre à plein temps après l'opération de ma mère. Le fichier s'appelait Maison, Ledger, 2020-2026. 312 lignes, 73 colonnes, et la cellule en bas, à droite, additionnait tout automatiquement. Tout ce que j'avais versé pour les gens qui vivaient au 4824 de l'avenue Belford. 124 800 €. 6 ans d'aide au remboursement du crédit immobilier. 6 ans de charges. 6 ans de médicaments pour ma mère. 6 ans de courses sur une carte que mon frère n'avait jamais touchée. 6 ans d'assurance, de taxes foncières, d'internet et le bruit de fond constant des petites choses. Une pelle à neige. Un tuyau de lave-vaisselle. La réparation urgente d'une canalisation en janvier 2023 que mon père avait dit qu'il allait s'en occuper et qu'il n'avait jamais faite. Je me disais que ce chiffre, c'était de l'amour. Puis le chiffre était devenu trop grand pour être de l'amour. Si j'étais allée à l'école de droit, c'était pour une seule raison. Même si j'avais dit autre chose à tout le monde. En 2021, j'avais travaillé sur un litige autour d'un acte de propriété à Libourne. Une fille avait signé quelque chose que son père lui avait demandé de signer. Elle n'avait pas lu. Vivien Thorne, mon avocate référente, m'avait expliqué chaque ligne du document avec la fille assise de l'autre côté de la table, et j'avais regardé une femme adulte comprendre qu'elle venait de donner sa maison. Ce soir-là, j'étais rentrée et j'avais fixé mon plafond pendant 2 heures. Le lendemain matin, j'avais posé à Vivien une question que je n'avais jamais osé formuler à voix haute. Elle n'avait pas répondu directement. Elle avait dit que je n'avais pas besoin d'elle pour lire ça, que je savais déjà ce que ça disait, et elle voulait savoir pourquoi j'avais peur de le dire. J'avais lancé Dumont-Laurensoir ce mois d'août-là. L'adresse sur chaque facture que je réglais était le 4824 de l'avenue Belle-Elford. Une maison de ville en briques sur 2 étages, construite dans les années 50, modeste, habitée, avec une petite suite attenante derrière la maison principale, accessible uniquement par une porte de service séparée. Mon père m'avait dit, à peu près à l'époque où j'avais emménagé pour de bon, que cette unité arrière servait de débarras. Il y gardait ses vieux outils de chantier et une table héritée d'un oncle. Il avait ajouté que la serrure était capricieuse, qu'il ne fallait pas que je m'en préoccupe, et je ne m'en étais pas préoccupée, pendant 6 ans. Une fois, en 2024, ma mère avait mentionné en passant que l'unité arrière avait besoin d'un coup de peinture. Je lui avais demandé ce qu'elle voulait dire. Elle avait répondu de ne pas m'inquiéter, que mon père s'en occuperait. J'avais laissé passer.
J'avais un mémoire à déposer avant le lundi, une note de règlement immobilier à rédiger, 100 choses ce jour-là, qui comptaient davantage que de la peinture dans un espace où je n'entrais jamais. C'était le secret le plus bruyant de la maison. Je n'avais simplement pas écouté. La première fois que j'ai additionné le tableur, c'était en décembre 2023. Assise à ma table de cuisine, cette table que j'avais commencé à appeler la mienne sans m'en rendre compte. J'ai laissé les cellules calculer. Le résultat était 67 800 €. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis dit que c'était le prix d'être une fille qui n'avait pas abandonné sa famille pendant une année difficile, que mon père avait payé le reste du prêt, que je ne saurais jamais si c'était faux parce que je n'avais jamais demandé à voir sa partie du relevé. En janvier 2026, j'ai reçu une augmentation de 14%, 11 200 € de plus par an. 2 semaines après, mon père a mentionné autour d'un café que je gagnais vraiment bien ma vie désormais et qu'il était temps que je commence à réfléchir à une contribution équitable. Il a dit ça comme s'il me rappelait une vieille promesse. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. En mars, le tableur affichait 124 800 €. En mars, j'ai relu chaque ligne de l'acte de cession que j'avais signé en 2020 pour la première fois en 6 ans. Et j'ai réalisé que le jour où j'avais apposé ma signature, je m'étais arrêtée à la 3e page. Mon père, Hervé Lefebvre, avait 61 ans ce printemps-là. Il avait dirigé une entreprise appelée Lefebvre Construction sur mesure de 2005 jusqu'à son effondrement en 2018. Et pendant presque toute mon enfance, j'avais cru que c'était l'homme le plus solide que je connaissais. L'entreprise avait atteint 4 employés entre 2010 et 2015. Je me souviens de l'année où il avait accroché l'enseigne au-dessus du garage. L'odeur de sueur fraîche sur ses chaussures de chantier. Je pensais que le mot bâtisseur était le plus beau mot qui existait. Puis en 2017, sur un chantier de terrasse à Libourne, mon père avait pris un raccourci. Le détail exact, c'est une histoire pour un autre jour. Mais la famille qui l'avait engagé avait porté plainte. 3 fournisseurs, un sous-traitant. Un homme nommé Vincent Aubert s'était joint à la procédure. Le jugement total s'élevait à 170 000 €. En août 2018, Lefebvre Construction sur mesure avait déposé le bilan, société dissoute. 1 an plus tard, Vincent Aubert avait fait ce que la plupart des sous-traitants n'ont ni l'énergie ni l'avocat pour faire. Il avait levé le voile corporatif. Mon père était devenu personnellement responsable d'environ 75 000 €, la part que la procédure de faillite n'avait pas pu effacer. Il ne m'en avait rien dit. Je l'avais appris via une recherche dans les archives publiques en 2022, en cherchant autre chose pour un client. Mon père avait un carnet qui ne lâchait jamais, couverture marron en cuir, un seul petit onglet collant sur le côté avec ses initiales écrites de sa main soigneuse en bleu. Je ne l'avais jamais ouvert. Je l'avais vu le sortir 3 ou 4 fois en 6 ans. Toujours à la table de cuisine, toujours quand il pensait que personne ne regardait. Chaque père a ses secrets. La plupart ne les cachent pas aussi soigneusement. Ma mère, Elisabeth Lefebvre, avait 59 ans. Elle était agent immobilier depuis 2008. En 2019, pendant que les affaires de mon père partaient en fumée, ma mère avait prélevé l'équivalent de 13 200 € sur le compte séquestre d'un client pour les verser sur son compte personnel. Elle appelait ça « dépanner la famille ». Le département de l'immobilier appelait ça une infraction. Il lui avait suspendu sa licence pour 5 ans à compter d'avril 2020. Elle m'en avait parlé une seule fois, une seule phrase, et plus jamais après. C'était un malentendu, n'en parla personne. Son certificat d'agent immobilier trônait toujours encadré dans le salon. Numéro de licence AR 291 680. N'importe qui, en cherchant 5 minutes sur le site du département d'État, tombait sur le mot « suspendu » juste à côté de son nom. Elle avait volé l'argent d'inconnus en 2019. J'aurais dû comprendre ce qu'elle ferait à sa propre fille. Mon frère, Mathieu, avait 25 ans. Il avait abandonné l'université après 3 semestres. Depuis 4 ans, il se définissait comme consultant en réseaux sociaux, ce qui, concrètement, voulait dire photographier des tasses de café et poster des citations sur la motivation. Ses revenus étaient nuls. Ses dépenses, elles, selon le relevé de la carte Apple de février 2026, s'élevaient à 4 750 €. J'étais la titulaire principale de cette carte, j'avais payé chaque centime de sa vie depuis ses 21 ans. Il n'avait jamais acheté une seule baguette. Il allait bientôt découvrir ce que ça signifiait. Il y a une date de mars 2020 que j'ai rejouée dans ma tête plus de fois que je ne saurais compter.
Le 27 mars 2020, un vendredi, 25 jours après l'opération de la thyroïde de ma mère à la clinique universitaire. J'avais 22 ans. Je travaillais comme assistante juridique depuis 7 mois. Le pays était en confinement. Mon père était assis à la table de cuisine quand je suis rentrée du travail et il m'a dit qu'il avait besoin que je passe au bureau le lundi pour signer un document fiscal. J'y suis allée. Ce que je n'avais pas vu venir, c'est que ce document allait me suivre bien plus longtemps que je ne l'imaginais. Ma mère était dans un coin de la pièce, elle regardait. Mon père m'a parlé avec cette voix qu'il prenait quand il voulait que quelque chose semble banal. Il m'a expliqué que le fisc voyait d'un bon œil les transferts de propriété vers des noms plus jeunes. Une stratégie fiscale, il a dit. Et puis, il a ajouté « Tu me fais confiance, non ?» J'ai signé, sans lire. La notaire présente, à son crédit, m'a posé une question que je n'ai pas vraiment saisie sur le moment. « Sophie, vous comprenez que ce document vous transfère le bien à vous seule. Vous êtes à l'aise avec ça ?» J'ai hoché la tête. L'acte a été enregistré le 30 mars 2020. Acte de cession numéro D 2020 1438, Bureau des actes du département à Lannion. Cédant Hervé A. Lefebvre, bénéficiaire Sophie L. Lefebvre. Contrepartie 1 euro. Il m'avait tout transféré pour 1 euro. 25 jours après que ma mère est rentrée de la clinique, dans un mois où personne dans ce pays ne lisait ce qu'il signait parce que personne n'arrivait à penser à autre chose qu'aux informations. Il avait choisi son moment avec une précision chirurgicale. Je lui faisais confiance. Voilà l'erreur que je ne referai plus. Le jeudi 26 mars 2026 n'était pas un vendredi. C'est ça que l'avis de loyer allait se tromper, la date. Mon père avait choisi un jeudi pour le dîner parce que le jeudi, ma tante pouvait descendre de Clermont-Ferrand et rentrer à une heure raisonnable. Il avait construit toute la soirée autour de son planning à elle, sans savoir que ce planning n'avait rien à voir avec lui et tout à voir avec la lettre des impôts qu'elle avait reçue dans sa propre boîte aux lettres 3 jours plus tôt. Ce détail-là, je l'avais gardé pour moi. Ce matin-là, j'avais fait autre chose que ce que mon père imaginait. À 9h15, j'avais posé une demi-journée. J'avais pris ma Clio, garée au parking de l'avenue Fabre, et poussé la porte du bureau des actes du département à Lannion, au 542 de cette même avenue. Le sol en marbre crissait sous mes ballerines. J'ai pris un ticket, j'ai attendu 22 minutes. L'agente qui m'a reçue s'appelait Christine. Elle portait un gilet bleu marine et avait un mug en forme de chat sur son bureau. Je lui ai donné le numéro de dossier. J'ai demandé une copie certifiée conforme de l'acte D 2020 438. Christine a tapé quelques secondes sur son clavier, puis elle a levé les yeux. « Monsieur Lefebvre », elle a dit, « l'acte est net. Propriété exclusive confirmée. Il y a une seule charge, une ligne de crédit hypothécaire datée du 14 novembre 2025, souscrite auprès de la première rue nationale. Vous la voulez aussi ? J'ai dit oui. Les 3 documents certifiés conformes. Le total s'élevait à 16,50 €. J'ai payé avec ma carte professionnelle. L'heure sur le reçu indiquait 10h34. Je suis restée 10 minutes dans ma Clio, dans ce parking en béton qui sentait l'huile de moteur, avec 3 feuilles tamponnées du sceau officiel du département posées sur mes genoux. Et là, j'ai arrêté de me retenir. 10 jours que je bloquais ça. 10 jours que je fonctionnais en mode automatique, froide, efficace, méthodique. L'acte disait que la maison était à moi. L'acte disait que mon père y avait adossé quelque chose sans me le dire. Et le département le savait déjà. À 11h, tout le dossier était certifié par le département à Lannion. À 19h, j'allais manger en face de l'homme qui ne savait pas que je savais. J'ai repris le travail l'après-midi comme si de rien n'était. À 18h45, je me suis garée devant la maison. La voiture de ma tante était déjà là. Et dans ma place habituelle, celle que j'utilisais depuis 6 ans, il y avait un Toyota blanc avec des plaques provisoires. J'avais relevé le numéro de série le matin même, entre le café et le bureau des actes. Enregistré au nom d'Hervé Lefebvre. Je l'ai laissé porter le toast. Je n'avais aucune envie d'interrompre un homme qui ne savait pas encore ce qu'il allait perdre ce soir-là. À 20h14, on était 6 autour de la table. Mon père en bout, ma mère à sa gauche, mon frère en face de moi, ma tante Amélie à ma droite et un ami de Mathieu, prénommé Thomas, venu déposer un chargeur et qui s'était retrouvé coincé pour le dîner. Thomas regardait son assiette avec le sourire poli de quelqu'un qui comprend qu'il est arrivé au mauvais moment
mais qui ne sait pas encore à quel point. Ma tante avait fait plus de 400 km aller-retour depuis Clermont-Ferrand pour ce dîner. Elle buvait de l'eau. Elle n'avait pas touché au rôti. Son téléphone était posé face contre la table. Amélie n'avait pas fait tout ce trajet pour le rôti. Après le deuxième service, ma mère a soulevé le petit plat en argent qui trônait au centre. Dessous, un porte-clés en forme de région, accroché à un badge Toyota. Mon père s'est levé. Il a levé son verre de rouge. Il a prononcé la phrase que vous connaissez déjà. Il a lancé les clés. Il a claqué la vie sur la table. Et puis cette autre phrase, celle sur les investissements et les dépenses, celle qu'il avait dû répéter sous la douche au moins 3 fois pour arriver à ce ton de brutalité décontractée qu'il a réussi à produire. Mathieu a ri tout bas. Ma mère a regardé son assiette. Amélie a ouvert la bouche, puis l'a refermée quand ma mère a levé les yeux vers elle. Elle l'a refermée comme on referme un livre qu'on n'a pas fini de lire. J'ai pris l'avis de loyer. Il avait été plié en 3 à l'avance, pas à table. Les plis étaient nets, creusés des heures plus tôt, pas à la dernière minute. Il l'avait rédigé sur du papier épais couleur crème, dans un modèle téléchargé quelque part, et signé avec le même stylo bleu que pour le carnet. 1 200 €, à régler avant le vendredi 3 avril 2026. J'ai dit le mot, un seul mot, celui que j'associerai pour toujours au moment où ma voix est revenue. D'accord, puis je me suis levée. J'ai remercié ma mère pour le dîner, j'ai hoché la tête vers Amélie, je n'ai pas regardé mon frère, je n'ai pas regardé mon père. J'ai monté l'escalier, la 11e marche craquait depuis 6 ans. 6 ans que je l'évitais chaque soir. Ce soir-là, je l'ai écrasé. C'était le dernier mot que j'ai prononcé dans cette maison. Les suivants, je les ai mis sur papier. Et ils n'étaient pas pour eux. 23 minutes, c'est suffisant quand on fait ses valises dans sa tête depuis 10 jours. J'ai tiré un Samsonite noir de sous mon lit. J'ai rangé mon ordinateur de travail et mon ordinateur personnel dans 2 housses séparées. J'ai glissé le dossier bleu marine dans la valise. 2 semaines que je le trimballais dans ma voiture et ce soir-là, il était 2 fois plus épais qu'au matin. Dedans se trouvaient mon diplôme de droit, 3 manuels de préparation au barreau, procédure civile, droit des preuves, droit constitutionnel et une petite boîte en bois qui contenait mes échantillons de signature. J'ai ajouté une seule photo de ma grand-mère. Les photos de famille, accrochées au mur, je les ai laissées exactement là où elles étaient. Mon armoire, je l'avais vidée sur l'essentiel depuis plusieurs jours. La valise faisait 17 kilos quand je l'ai testée sur la balance de la salle de bain. Je savais que ce devait être un seul voyage. Il pensait que je boudais en haut. En réalité, je rangeais 6 ans de ma vie dans un Samsonite noir. J'ai arraché une page vierge à l'arrière de mes notes de procédure civile. Je l'ai posée sur mon bureau. J'ai écrit au marqueur noir une phrase, un numéro de dossier, un nom. Rien d'autre. La prochaine facture va à celui qui a signé. Numéro de dossier FNB 3822. Marguerite, unité fraude. Sophie. J'ai collé le mot sur la porte du réfrigérateur avec le magnète en forme d'Alsace que je m'étais offert en 2020, le premier mois où j'avais emménagé pour de bon. En dessous, maintenu par un deuxième magnète, j'ai laissé une photocopie d'un formulaire fiscal. Je n'ai pas masqué la somme indiquée dans la première case. 16 800 €, bien visible. Pas de nom écrit dessus. Le formulaire parlerait tout seul. Il trouverait ça en premier. Le numéro de dossier, lui, compterait plus tard. Je savais exactement dans quel ordre la panique allait les saisir. J'ai descendu la valise. Ma mère était à l'évier, les mains encore dans l'eau savonneuse de la casserole. Elle a levé les yeux vers moi. Elle n'a pas bougé. Mon père regardait un vieux match à la télé dans le salon. Mathieu était sur son téléphone. Je suis passée devant les 3 sans m'arrêter. À la porte d'entrée, j'ai décroché ma clé du crochet près du porte-manteau. Je l'ai tenue 1 seconde dans ma pomme. Puis, je l'ai reposée exactement à sa place, celle où je la déposais chaque soir depuis 6 ans. Je n'ai pas fermé la porte à clé en partant, je n'en avais pas besoin. Ils allaient bientôt découvrir à qui elle appartenait vraiment. Dans l'allée, j'ai soulevé ma valise et je l'ai glissée dans le coffre de ma Clio de 2019. Je me suis assise côté conducteur. Le moteur, je ne l'ai pas démarré tout de suite. 1 minute, peut-être plus. Mon téléphone a vibré sur le tableau de bord. Papa. Je n'ai pas décroché. J'ai reculé, tourné à gauche et j'ai roulé jusqu'à l'hôtel Mercure sur l'avenue Ashland. 2 kilomètres à peine. Ça m'a pris moins de temps que de faire ma valise. Au moment où j'ai posé mes affaires dans la chambre 213, mon père avait déjà laissé 2 messages vocaux. Le deuxième était long.
Je ne l'ai pas écouté jusqu'au bout. Ce soir-là, avant de m'endormir, j'ai ouvert mon appli de notes et j'ai écrit une seule phrase. Ils n'ont pas fermé à clé. Ils n'en avaient pas besoin. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas en colère. J'étais juste seule, dans une chambre qui n'avait pas mes traites cachées sous le parquet. Pour la première fois en 6 ans. Le vendredi matin, 27 mars, j'étais déjà sur mon ordinateur à 6h53, le soleil qui se levait par la fenêtre, un café dans la main, le fauteuil vert tourné vers l'est. J'ai ouvert mon identifiant Apple. Partage familial. J'ai retiré Mathieu Lefebvre, Elisabeth Lefebvre et Hervé Lefebvre. La confirmation est arrivée en 3 secondes. Les dépenses en attente seront imputées à l'utilisateur autorisé restant. Il n'y avait plus qu'une utilisatrice autorisée, moi. J'ai annulé le paiement automatique prévu pour le 1er avril. 4 816 €, le relevé de février en entier, rien qui m'appartenait. Ensuite, j'ai ouvert 6 onglets, 6 connexions bancaires que j'avais tapées tellement de fois en 6 ans que mes doigts allaient plus vite que ma tête. Le virement d'aide au logement vers le compte de mon père, annulé. 950 € par mois, disparu. Les prélèvements pour les services, annulés. 412 €. Les renouvellements automatiques des médicaments de ma mère, annulés. 283 €. L'assurance habitation, la taxe foncière, Internet. Tout supprimé en 40 minutes. Mes mains connaissaient ces mots de passe par cœur. Mémoire musculaire, 6 ans de réflexe. Ce matin-là, je m'en suis servi exactement à l'inverse. À 10h34, Mathieu était dans la file d'attente d'un café sur l'avenue Fabre avec 2 cafés glacés et un sandwich. Il a présenté sa carte Apple. Refusé. Il a réessayé. Refusé. Il est sorti de la file, gêné, et a appelé le numéro de la première rue depuis son téléphone. Pas moi, mon père. Mon père n'avait pas la réponse. Alors mon père a appelé la banque. Il a choisi l'un des rares établissements que je lui avais appris à connaître par son nom. La première rue Nationale Banque de l'Ouest. Je n'avais pas supprimé son accès à ce compte parce qu'il n'y avait pas de compte commun à la première rue nationale. La conseillère a gardé une voix posée. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait parler que des comptes dont il était le titulaire autorisé. Il a exigé un responsable. Une superviseure est arrivée en ligne. Elle lui a dit la même chose avec d'autres mots. Il a répondu que sa fille avait fait une erreur et qu'il fallait annuler tout ça. La superviseure lui a dit qu'elle ne pouvait pas lui parler du compte de sa fille. Il a raccroché avant qu'elle finisse sa phrase. Il pensait encore pouvoir me faire changer d'avis. Il ne savait pas que le service de conformité de la banque avait déjà enregistré son appel. Les journaux d'appel, c'est aussi une preuve. À 11h30, ma mère était dans la salle de bain du haut à chercher un petit comprimé blanc. Elle prenait ce médicament pour la thyroïde chaque matin depuis 6 ans. Le flacon était vide. Elle a essayé le second dans l'armoire. Vide. Elle est descendue à la cuisine, a ouvert son téléphone et a vu un message. Votre renouvellement n'a pas pu être traité. Moyen de paiement refusé. Mettez à jour vos informations de paiement. Les médicaments de ma mère, c'est la 3e chose qu'ils ont découverte. Elle n'allait pas comprendre que c'était moi qui payais ça depuis le début. À 18h, j'avais 11 appels en absence. 5 de Mathieu, 4 de ma mère, 2 de mon père. Je n'ai pas décroché. J'en étais à ma 2e tasse de café en relisant pour la 19e fois en 11 jours le PDF de l'acte notarié quand j'ai composé le seul numéro qui comptait vraiment. Vivienne Thorne a décroché à la 2e sonnerie. Sophie, j'imagine que c'est pour l'acte. Ça fait 11 jours que j'attends ton appel. Elle parlait depuis son bureau à domicile. Elle habitait à 3 rue de l'hôtel Mercure. Elle a ajouté une phrase, une seule, avant de raccrocher. Apporte le dossier bleu marine. J'ai déjà sorti les originaux. Je me suis levée. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai mis ma Clio en route. Elle savait depuis 11 jours que quelque chose allait arriver. Moi, il m'avait fallu 6 ans pour comprendre quoi. Ce que vous avez entendu jusqu'ici, c'est ce que j'ai vécu entre jeudi soir et vendredi nuit. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est ce qui explique tout. Je n'étais pas juste partie d'une humiliation. Je partais d'une affaire que j'avais construite pendant 10 jours. Ça a commencé le lundi 16 mars. Je rentrais du travail à 17h47, j'ai garé la voiture à ma place habituelle, je suis allée chercher le courrier en bas de l'allée. Un prospectus, une facture Dumont et une enveloppe kaki avec en haut à gauche les mots « Département du Trésor, Administration fiscale nationale ». Je l'ai ouverte dans l'allée. J'ai lu le formulaire 2 fois.
C'était un avis fiscal. Année 2025, destinataire Sophie L. Lefebvre. Numéro se terminant par 4 chiffres que je reconnaissais. Émetteur ONG Pearson. Loyer perçu 16 800 €. Je n'avais jamais rencontré ONG Pearson. Je ne possédais aucun bien locatif. L'adresse indiquée sur le formulaire était la mienne. Je suis restée dans l'allée pendant un quart d'heure. Puis je suis rentrée, j'ai glissé le formulaire dans un dossier bleu marine que j'avais acheté le matin même pour un dossier client sans rapport, et je n'ai rien dit à mon père ni à ma mère ce soir-là. L'administration fiscale avait compris quelque chose avant moi. C'est ça que j'ai eu le plus de mal à me pardonner. Le lendemain matin, mardi, je me suis connectée au portail en ligne du département de l'Alagnon depuis mon bureau à 7h18. J'ai utilisé mon accès paramédical via le compte de Viviane. Le système a remonté l'acte D 21 438. Propriétaire unique, Sophie L. Lefebvre. Enregistré le 30 mars 2020. Charge, un privilège daté du 14 novembre 2025. Je n'avais jamais autorisé de privilège. L'acte était le mien, mais quelque chose y avait été accroché 3 mois plus tôt, et je ne savais pas quoi. Cet après-midi-là, j'ai dit à Viviane que je prendrais des jours de congé jusqu'à la fin du mois. Elle m'a demandé si tout allait bien, j'ai dit oui. On savait toutes les deux que c'était une réponse provisoire. Mercredi et jeudi, j'ai travaillé sur les signatures. J'avais 3 spécimens vérifiés de la mienne. Mon permis de conduire de 2018, son renouvellement de 2023 et la signature sur mon compte courant, première rue nationale, de 2019. J'ai téléchargé la procuration exécutée le 30 octobre 2025, 15 jours avant que le privilège soit posé. J'ai imprimé les 4 documents. Mon A ne penche pas à droite. Mon S a une petite bosse au départ, comme une hésitation. Mon L se croise juste en dessous du sommet. Rien de tout ça n'apparaissait sur le document qu'il avait utilisé pour emprunter sur ma maison. J'ai étalé les 4 feuilles sur le petit bureau de mon ancienne chambre. J'ai tenu la procuration devant la lampe. La pression du stylo était trop uniforme. Les vraies signatures ont une pression variable, les fausses, non. Il n'avait même pas bien fait le travail. Le vendredi 20, j'ai appelé le service fraude de la banque Première Rue Nationale. L'enregistrement m'a demandé une catégorie. J'ai choisi « Usurpation d'identité ». J'ai attendu 11 minutes. La voix qui a décroché était d'âge moyen, calme, légèrement amusée par la façon dont je me suis présentée. « Madame Lefebvre, je suis Thomas Marguerite, unité fraude. Dites-moi ce que vous avez. » Je lui ai tout dit. Il m'a laissé finir. Puis, il m'a demandé de venir en centre-ville lundi. Ce samedi soir, après un long service, je me suis garée dans mon allée et j'ai fait le tour par derrière au lieu d'entrer par la porte principale. J'ai contourné la maison par l'arrière, comme je le fais parfois quand je veux voir sans être vue. L'appartement en rez-de-jardin, celui que mon père m'avait répété pendant 6 ans être inoccupé, avait sa lumière de cuisine allumée. Une lueur chaude filtrait à travers un rideau gris, le genre de rideau qu'on m'achète parce que c'est pratique et pas parce qu'on aime ça. J'entendais une télévision, un rire de femme, et un chat qui avait miaulé une seule fois, le genre de miaulement blasé d'un animal trop vieux pour s'enthousiasmer pour quoi que ce soit. Quelqu'un vivait là, depuis des années, à l'évidence. Je suis restée debout dans le froid pendant 4 minutes sans bouger. Puis, je suis retournée à ma voiture et je suis partie sans entrer. Le mercredi 25, Thomas Marguerite m'a laissé un message vocal. Sa voix était posée, professionnelle, presque douce. « Madame Lefebvre, la signature sur cette procuration n'est pas la vôtre. Je voudrais que vous reveniez lundi matin pour signer l'affidavit. 30 ans de métier, il avait dit, ça s'entendait. Le jeudi 26 mars, j'avais tout ce qu'il me fallait. Une matinée au bureau des actes, du papier certifié et un dîner à traverser. Le dîner, tu sais déjà ce qui s'est passé. Le dossier que j'ai apporté chez Viviane Fabre ce vendredi soir-là n'était pas encore organisé en onglet. C'était une pile de feuilles, maintenues par des pinces, classées comme je classe toujours tout, par ordre chronologique, le document le plus récent sur le dessus. En haut, la transcription du message de Thomas Marguerite que j'avais recopié moi-même après l'avoir écouté 3 fois. En bas, la lettre des impôts adressée à ma tante, qu'elle m'avait transférée par mail le mardi matin. Entre les deux,
3 documents certifiés du Bureau des actes du département de Lagnon, un bail imprimé au nom de Lefebvre Propriété, 48 mois de virement d'un certain Owen Pearson vers le compte bancaire de mon père, la photo de 48 entrées manuscrites dans un carnet en cuir marron trouvé dans le tiroir de son bureau et une série de captures d'écran de messages vocaux. Viviane a ouvert la porte en pyjama et lunettes de lecture. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle m'a servi un café noir. Elle a écouté 1 h 20 sans m'interrompre une seule fois. Puis elle a dit une phrase. « Sophie, le bail porte le nom de ton père en tant que propriétaire. Mais ton père n'est pas le propriétaire. C'est toi. Ce n'est pas juste malhonnête. C'est un bail fictif. » Viviane a posé sa tasse. Elle a tapoté la photo du carnet avec un doigt. Ses initiales, ce n'est pas un calculateur hypothécaire. C'est du cash mensuel. 48 lignes, 48 mois. Chaque entrée, 1400 €. Chaque entrée au nom d'un homme dont j'avais entendu le nom pour la première fois 11 jours plus tôt. J'avais refait le calcul 3 fois, sous 3 formes différentes. 67 200 €, 4 ans. Les Pearson avaient payé mon père en liquide et par virement pendant 48 mois, pour un bien qui m'appartenait, pour un appartement dans lequel je n'avais jamais mis les pieds. Et mon père n'avait déclaré aucun centime aux impôts. Le formulaire fiscal était arrivé parce qu'Owen Pearson travaillait pour une entreprise qui lui versait une aide au logement et qui était légalement tenu de signaler à qui il payait son loyer. Owen avait déclaré l'adresse. L'administration avait fait le lien avec l'acte de propriété. L'acte portait mon nom. Le formulaire portait mon nom. Viviane m'a demandé ce que je voulais faire concernant les Pearson. Je lui ai dit que je ne les expulserais pas, qu'ils avaient payé de bonne foi pendant 4 ans, qu'ils ne méritaient pas de perdre leur logement à cause des choix de mon père. Elle a hoché la tête une seule fois, et j'ai compris qu'elle attendait exactement ça. Elle a fait glisser une feuille sur la table vers moi. Formulaire de déclaration de vol d'identité, version fédérale. Elle l'avait imprimé chez elle depuis son propre ordinateur. Tu signes ça et tu es considéré comme victime. Tu ne signes pas et tu dois des impôts sur 67 000 € que tu n'as jamais touchés. J'ai signé là, sur le plan de travail de Viviane, avec un stylo noir qu'elle a sorti de son propre sac. Le lendemain matin, samedi, je suis retournée à la maison une seule fois. Mon père n'était pas là. Il avait laissé un message vocal à 7 h du matin, disant qu'il allait à la salle de sport. Il n'allait jamais à la salle de sport. Je savais très bien où il était allé. Il était allé chez le concessionnaire pour voir s'il pouvait rendre la Clio. Il ne pouvait pas. J'avais consulté les conditions du prêt sur le portail de la banque la veille au soir. Il n'y avait pas de délai de rétractation de 30 jours. Il y avait seulement une vente déjà soldée et un crédit que mon père ne pouvait plus honorer. Ma mère était dans la cuisine quand je suis entrée avec ma propre clé. Elle ne m'a pas arrêtée. J'ai dit que je venais chercher le reste de mes affaires. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas demandé où j'allais dormir. Je suis montée. Je suis redescendue. J'ai longé le bureau de mon père. La porte était ouverte. Je suis entrée. Le carnet en cuir marron était dans le tiroir du haut, sous une pile de lettres du syndic qu'il n'avait jamais décachetées. L'onglet collant portait les initiales MC. Je l'ai sorti, je l'ai ouvert, et j'ai photographié chaque page avec mon téléphone. 48 entrées, une écriture soignée, date, nom, Pearson, montant. Certaines lignes portaient la lettre C pour espèce, d'autres un Z pour virement instantané. L'écriture était sans aucun doute celle de mon père. J'ai remis le carnet exactement où je l'avais trouvé. Avant de partir, je me suis arrêtée sur le seuil de la cuisine. Ma mère avait les mains dans l'eau savonneuse, exactement comme le jeudi soir quand j'étais sortie. Je lui ai demandé qui habitait dans le logement du fond. Elle a arrêté de laver, 3 secondes. « Personne, ma chérie, juste un débarras. » J'ai hoché la tête et j'ai marché vers la porte d'entrée. Sur le seuil, je me suis retournée. Depuis combien de temps personne n'y habite? Elle n'a pas répondu. Elle a juste fermé le robinet et elle est restée là, dans le silence qu'elle avait choisi. Dans ma voiture, j'ai ouvert l'application Notes et j'ai tapé une seule ligne. Maman a répondu par le silence. Le silence aussi, c'est une preuve. Ma mère avait escroqué des inconnus en 2019. Je m'étais dit qu'elle avait changé. Elle n'avait pas changé. Le lundi 30 à 13 h, j'étais assise au 4e étage de la Banque nationale de la 1er rue Avenue 5e, dans le centre de Clermont-Ferrand.
La salle de réunion donnait sur le parc Monceau. La tasse sur le bureau de Thomas Marguerite portait l'inscription « Fier papa d'un diplômé ». Il avait 30 ans d'expérience en investigation de fraude et la patience d'un homme qui avait vu toutes les déclinaisons possibles de cette histoire. Il m'a tout expliqué, ligne par ligne. La ligne de crédit hypothécaire avait été ouverte le 14 novembre 2025 avec un plafond de 47 000 €. Les retraits avaient tout épuisé en 6 semaines. 38 500 € versés à un concessionnaire Renault à Libourne le 3 décembre. 4 300 € à Lefebvre-sur-Mesure Construction le 15 décembre. Thomas a levé un sourcil à ce nom, parce que Lefebvre-sur-Mesure Construction avait été dissoute depuis 7 ans. 2 900 € le 28 décembre à une société de services marketing appelée Ibreux Associés pour ce que le libellé désignait comme investissement réseaux sociaux. 1 500 € à un casino à Libourne le 5 janvier. Total prélevé 47 000 €. Total remboursé en 2 versements avant que mon père cesse de payer 1 100 €. Il a épuisé tout ça en 6 semaines, a dit Thomas. Le premier versement de la première rue est passé, le second, non. C'est probablement pour ça que l'avis de loyer s'est retrouvé dans ton dîner. Il a retourné l'ordinateur vers moi. Il m'a montré le registre interne de la banque concernant la procuration utilisée pour ouvrir la ligne de crédit. Le bloc notarial désignait Julien Cohn, notaire mobile agréé, allée des Marronniers. Numéro de licence PAN 118 422. J'ai demandé à Thomas si la banque allait porter plainte contre le notaire. Il m'a répondu que la banque allait déposer 2 plaintes, une contre mon père pour falsification et escroquerie, et une autre auprès du département d'État contre Cohn allée des Marronniers, selon que Cohn Gérard avait été complice ou trompé. Il a fait glisser une déclaration sous serment vers moi, 7 pages. Il a dit « Tu es certaine de vouloir confirmer la fraude par écrit ? Une fois que tu signes ça, ton nom est retiré de la ligne de crédit d'ici jeudi. Ton père devient personnellement responsable du solde total. La banque transmettra le dossier au parquet. Il n'y a pas de sortie en douceur après ça. J'ai lu la déclaration 2 fois, puis j'ai posé une seule question. Si j'inclus les paiements hypothécaires que mon père a cessé de verser en 2022, est-ce que ça change quelque chose ? Il m'a regardé un long moment. Ça change ce que tu seras comme personne quand tout ça sera terminé. Je lui ai dit que je n'inclurais pas les remboursements hypothécaires. Mon père n'avait rien pris sur ce crédit-là que je n'avais pas, techniquement, autorisé. Ce qui comptait, c'était la ligne de crédit. C'était ça, le document avec ma signature falsifiée. C'était ça, le seul document qui importait vraiment. J'ai signé à 14h34. Céline Morin, la notaire interne, a tamponné chaque page. Tom s'est levé, m'a serré la main. Madame Lefebvre, avant vendredi en fin de journée, votre père recevra un courrier recommandé de notre part. Vous êtes sûr de ne pas vouloir l'appeler avant ? J'ai dit non. C'était peut-être la première fois de ma vie que je disais non aussi clairement. En 2020, j'avais dit non à regarder l'acte de propriété. Et depuis, j'avais dit oui à tout, à chaque fois. Aujourd'hui, j'avais commencé à dire non au bon moment. Dehors, sur le trottoir devant la banque, au coin de la 5e avenue et de la rue du Bois, j'ai appelé Vivienne. Dimanche 12 avril, 16h, à la maison. Il y a eu un silence. « Tu vas faire ça sur leur territoire ?» « Ce n'est pas leur territoire, j'ai répondu. C'est le mien. Ils ne l'ont juste pas encore compris. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais arrêté de négocier. Maintenant, il fallait tenir. Du lundi après-midi au vendredi soir, mon téléphone a vibré 56 fois. 38 fois, c'était mon père. 14 fois, ma mère. 4 fois, Mathieu. Les messages ont suivi une progression prévisible. Mon père est passé de « Ma chérie, c'est un malentendu » à « Sophie, ça suffit maintenant », puis à « Si tu ne rappelles pas ce soir, j'appelle ton cabinet ». Ma mère est passée de « S'il te plaît » à « La pharmacie n'a pas reçu mon ordonnance », puis à une phrase que je ne répéterai pas, qui parlait de me tuer. Les 4 messages de Mathieu disaient, dans l'ordre, « C'est quoi ce délire ? La carte a été refusée, tu as annulé mon assurance et décroche ». Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai fait des captures d'écran. J'ai tout transféré à Vivienne pour conservation des preuves et j'ai continué à avancer. Le vendredi après-midi, le message que j'attendais est arrivé, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Le prénom dans le message était celui de ma tante Amélie. « Sophie, c'est ta tante Amélie. Rappelle-moi quand tu peux.
j'ai quelque chose que tu voudras savoir. Amélie avait fait plus de 400 kilomètres pour ce dîner. Elle n'avait pas fait tout ce trajet pour repartir sans aller jusqu'au bout. Je l'ai rappelé depuis un café près de la première rue, les mains autour d'un verre chaud que je n'avais pas vraiment commandé pour le boire. Elle n'a pas tourné autour du pot. Le 24 mars, le mardi avant le dîner, elle avait reçu un courrier de l'administration fiscale. La lettre mentionnait un signalement lié à des revenus locatifs à mon adresse et lui demandait de confirmer son statut de contact de référence sur un document que mon père avait déposé en 2020 sans lui avoir demandé la permission. Elle n'était pas venue pour la fête. Elle était venue pour regarder mon père dans les yeux pendant qu'elle essayait de comprendre ce qu'il avait fait avec son nom. J'attendais de voir quel genre d'homme il était devenu, elle a dit. Et puis quand il a tendu les clés à Mathieu, j'ai su que c'était le moment. Elle serait à la réunion du dimanche. Elle n'était pas venue pour lui, elle était venue pour moi. Pendant 6 ans, j'avais cru être seule dans ma propre maison. Je n'avais pas été seule. Je n'avais juste pas parlé à la bonne personne. Ce soir-là, Hélène Laurent, l'associée fiscaliste chez Thorne et Associés, qui supervisait la conformité du cabinet, m'a convoquée dans son bureau. Elle a dit que mon père avait appelé l'accueil le mercredi. Il leur avait dit que je le volais. Elle avait demandé qu'on enregistre ça comme une menace avérée et la caméra du hall avait tout capté. « Tu veux que je dépose une plainte pour harcèlement en ton nom ?» elle a demandé. J'ai dit non, pas encore. Je voulais lui laisser une dernière chance de choisir le silence. Hélène a hoché la tête. Elle a sorti un post-it, a écrit son numéro de portable et l'a fait glisser vers moi sur le bureau. « Je serai dans ta voiture à 15h30 dimanche. Amène Vivienne. On s'assoit de ton côté. Ton père ne pourra pas dire que tu es venu seul. » J'ai glissé le post-it dans la pochette arrière du classeur bleu marine. Je n'étais pas venue aussi loin pour me retrouver seule au moment où j'aurais le plus besoin de témoins. Le samedi matin, 11 avril, à 11h14, j'ai reçu un email sur ma boîte personnelle. L'expéditrice s'appelait Jacqueline Garnier, inspectrice des impôts rattachée au bureau régional. L'objet était sec et administratif. Vérification de revenus locatifs, année fiscale 2025. Elle me demandait de confirmer si les revenus fonciers déclarés sous mon numéro fiscal étaient bien les miens. Et dans un paragraphe très sobre, elle précisait que si ce n'était pas le cas, je pouvais remplir 2 formulaires. Le premier, je l'avais déjà signé. Le second, je ne l'avais pas encore touché. Ce deuxième formulaire permettait de signaler une fraude fiscale. En échange, je recevrais un pourcentage des sommes récupérées sur le contribuable concerné. Mon père, en l'occurrence. J'ai lu la phrase 2 fois, puis j'ai fermé l'email et je l'ai enregistré dans le 4e onglet du classeur. Le formulaire de dénonciation, je l'ai laissé vierge. Non signé, c'était une pression. Signé, c'était une fin. Je voulais encore lui laisser le choix. Le samedi soir, Vivienne et moi nous sommes retrouvés au bureau après la fermeture. L'équipe de ménage nous a croisés dans le couloir sans rien dire. Vivienne avait commandé de la nourriture thaï. La salle de réunion sentait les nouilles sautées. Au centre de la table, elle avait posé le classeur bleu marine. 4 onglets. Or pour les factures, rouge pour la fraude, vert pour les loyers, marine pour les recours. Juste à côté, un deuxième classeur identique. Et à côté de celui-là, un troisième. 3 exemplaires, elle a dit. Un pour toi, un pour moi, et un qui part à Clermont-Ferrand lundi matin par la poste pour les archives d'Amélie. Ton père peut détruire un dossier, il ne peut pas en détruire 3. Elle m'a guidée onglet par onglet. Le premier contenait le tableau des dépenses imprimé en grand format, 312 lignes, plus 38 reçus originaux que j'avais conservés pour les postes les plus importants. Je regardais les colonnes et je pensais à toutes ces années où ces chiffres n'existaient que dans ma tête. Le deuxième onglet contenait l'historique hypothécaire, et là, c'était écrit noir sur blanc. Mon père n'avait versé strictement rien depuis 2022. 4 ans où j'avais couvert 88% des remboursements. Le total en bas de page, 124 800 €. Je l'avais su dans ma chair pendant toutes ces années. Mais le voir imprimé, c'était autre chose. L'onglet fraude, c'était le plus lourd à regarder. La demande de prêt hypothécaire, la procuration avec la signature falsifiée, les 3 échantillons que j'avais soumis à Thomas Marguerite et la lettre de Thomas datée du 31 mars 2026 où il concluait que la signature sur la procuration ne correspondait à aucun de mes spécimens vérifiés. Le bloc notarial était joint.
La commission de Julien Cohn-Gérard restait active jusqu'en 2028, avec une seule plainte de 2022 classée sans suite. J'ai relu cette phrase 2 fois. L'onglet location, lui, contenait le bail Pearson signé le 28 mai 2022. 48 virements documentés du compte d'Owen Pearson vers celui de mon père. Les photos du carnet, le formulaire original. Et en bas, 67 200 € de revenus locatifs non déclarés. L'onglet recours, c'était le dernier. La révocation de procuration rédigée de la main de Vivien, qu'elle notarierait dimanche matin avant la réunion. La lettre de la banque. La copie du mail de Jacqueline Garnier. Vivien a fermé le classeur. Elle a posé la main à plat sur la couverture et elle a dit « Sophie, ce document est le plus bruyant de tout le dossier. Le moment où tu le lui remets, ton père n'a plus aucune autorité légale pour agir en ton nom. Sur rien. Et quand il le lit, il comprend que tu te préparais depuis bien plus longtemps qu'il ne peut l'expliquer. » À 18h34 ce soir-là, le message de mon père est arrivé. « Réunion de famille dimanche. Tout le monde sera là. On va régler ça ensemble. » Je l'ai lu 2 fois. J'ai répondu en un mot. Oui. Il croyait que je cédais. En réalité, je confirmais juste la salle. Dimanche, 12 avril, 16h. Le salon du 4824 avenue Belle-Elford. La pièce que je décorais pour Noël chaque année depuis que j'avais emménagé. 9 personnes dans ce salon. Je ne me souviens plus quand j'avais passé l'aspirateur pour la dernière fois, mais ce dimanche-là, il était impeccable. Mon père se tenait près de la cheminée, debout, les bras croisés. Ma mère était assise sur le canapé, à côté de lui. Mathieu s'était installé sur le petit canapé 2 places, les yeux sur son téléphone, mais personne n'était dupe. Ma tante Amélie occupait le fauteuil à gauche, et à côté d'elle, sur une chaise pliante, son mari, un dentiste discret de Clermont-Ferrand dont le prénom était Wendell et qui n'avait pas encore prononcé un seul mot. Viviane Thorne à ma droite, Hélène à ma gauche. Moi, au milieu, avec le classeur bleu marine posé sur la table basse. Mon père a ouvert la séance. Il avait pris cette voix-là, celle qu'il sortait quand il essayait de convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose. « Sophie, ça a assez duré. On est une famille. Une famille règle ses affaires en interne. » Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert le classeur. Onglet 1. Facture d'or payée. J'ai fait glisser les documents sur la table. Lisez. Il n'a pas touché la page. C'était ça, le mensonge. La preuve était là, devant lui, et il l'ignorait. Il a changé d'angle. « Ma chérie, tu as parlé à des gens extérieurs à la famille. Ils ne nous comprennent pas. C'est une affaire interne. » J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai ouvert l'onglet 3. Location verte. J'ai fait glisser le bail Lefebvre sur la table. C'était une affaire interne aussi, alors ? Son visage a changé. Il a commencé à parler. Amélie l'a coupé. J'ai fait 2 heures de route depuis Clermont-Ferrand pour poser exactement la même question, Hervé. Il s'est assis. Ma mère a posé sa tasse sur la table. Elle ne détournait pas le regard. Mon père a tenté une dernière ligne. C'était un arrangement informel. Les Lefebvre savaient que c'était sans formalité. Je les aidais, c'est tout. J'ai ouvert l'onglet 2. J'ai fait glisser les documents du crédit hypothécaire. C'était informel aussi, ça ? Il s'est tu. Mathieu s'est redressé. Parce que Mathieu, jusqu'à cet instant précis, ne savait pas. Il ne savait pas que le crédit de 52 000 € tiré sur une maison à mon nom avait financé sa vie. Que la procuration utilisée ne portait jamais ma signature. « Papa, il a dit, c'est quoi ça ?» Mon père s'est retourné vers lui, les yeux durs. « Mêle-toi pas de ça. » J'ai regardé Mathieu pour la première fois depuis 15 jours. Vraiment regardé. « C'est ce crédit qui a payé ton camion, » j'ai dit. « Il a utilisé mon nom. La signature est falsifiée. » Mathieu s'est levé. Il s'est rassis. Il s'est relevé. Il a dit « Quoi ?» Juste comme ça, sans rien d'autre. C'est à ce moment précis que mon frère a commencé à perdre pied. J'ai ouvert l'onglet 4. Couleur marine. Recours. J'ai sorti l'avis de révocation de procuration. Vivien l'avait fait notarier le matin même, à 11h30, dans son cabinet. Je l'ai fait glisser sur la table basse. Depuis 9h, tu n'as plus aucune autorité légale pour utiliser mon nom sur quoi que ce soit. Immédiatement. La brigade de fraude de la première rue nationale a reçu confirmation. Les impôts ont été informés. Le notaire, Julien Cohn, recevra une plainte d'ici mardi.
Cette maison est à mon nom dans les actes depuis mars 2020. Tu loues la suite indépendante dans le jardin depuis 4 ans à un couple, sans me le dire. 1400 € par mois, non déclarés. Tu empruntes sur la maison sans mon autorisation depuis 6 mois. Ce matin, rien de tout ça n'est plus possible. La voix de mon père s'est brisée. Sophie, tu ne réalises pas ce que tu viens de faire. J'ai gardé un ton plat. Si, je le sais très bien. Le mot « monsieur » que j'ai ajouté après, il est tombé dans la pièce comme un verre sur du carrelage. Ma mère a eu un mouvement brusque. Mathieu s'est figé. Amélie a fermé les yeux une seconde, comme quelqu'un qui entend enfin confirmer une vérité qu'il portait depuis longtemps. Je ne l'avais plus appelé monsieur depuis mes 19 ans. Je n'avais pas arrêté parce qu'il l'avait mérité. J'avais arrêté parce qu'il ne le méritait pas. Ma mère s'est levée. Elle a traversé la pièce. Elle n'a pas claqué la porte de la cuisine. Elle l'a refermée, avec cette douceur qu'elle avait quand elle voulait qu'on ne l'entende pas partir. Mon père a tourné la tête pour la suivre des yeux. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, il cherchait quelqu'un. Elle n'est pas revenue. Amélie s'est levée. Elle a posé son propre dossier sur la table basse, bleu marine, identique au nôtre, arrivé par la poste depuis Clermont-Ferrand le matin même. Elle a regardé mon père et elle a dit « Hervé, j'ai reçu une lettre du fisc le 24. Je suis venue ici en voiture parce que je voulais te voir dans les yeux au moment où tu apprendrais que moi aussi, j'étais destinataire. Tu as utilisé mon nom comme contact secondaire sur une déclaration de 2020 sans me demander, exactement comme avec Sophie. Mon père a voulu parler. Amélie, c'était, elle l'a coupé net. Je ne suis pas ta sœur, je suis celle d'Elisabeth. Et en ce moment, Elisabeth est dans la cuisine parce qu'elle ne veut plus être dans cette pièce. Mathieu pleurait en silence. Il ne disait rien. Il était assis sur le petit canapé, tête baissée, les larmes qui coulaient lentement sur son visage. Mon frère avait 25 ans. Il n'avait jamais eu à affronter quoi que ce soit. Et là, il affrontait tout en même temps. Je me suis levée. Voilà ce qui va se passer. Je n'expulserai pas les Pearson. Ils sont innocents. Le bail sera réémis à mon nom à compter du 1er mai. Le loyer sera versé sur mon compte. Les loyers dus depuis 2022 jusqu'à ce mois-ci, soit 53 600 €, je les efface. C'est un cadeau d'une fille à ses parents parce que j'ai compris qu'ils avaient peur. L'onglet 4 est contraignant. Le crédit hypothécaire sera transféré à ton nom personnel d'ici vendredi. Mathieu, la concession a été prévenue. Tu as jusqu'à jeudi pour rendre le véhicule où il sera saisi. La déclaration a été corrigée auprès du fisc. J'ai signé l'attestation de vol d'identité. Je n'ai pas déposé le formulaire de signalement et je ne le ferai pas, à une seule condition. Vous me laissez tranquille. Pas d'appel, pas de lettres, pas de proches envoyés pour me parler. Tante Amélie peut me contacter quand elle veut. Tout le monde dans cette pièce reste à distance. Si l'un d'entre vous me contacte, je dépose le signalement lundi matin. C'est clair ? Mon père fixait la table basse. Les 3 dossiers étaient posés là, côte à côte. Il avait été mis en minorité par du papier. Il a trouvé une seule phrase. « Tu as détruit cette famille ». J'ai pris le dossier bleu marine. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Amélie m'a suivie. Gérard et Hélène m'ont suivie. Je me suis arrêtée sur le seuil. Je me suis retournée. Je lui ai laissé le dernier mot dans sa propre maison. Parce que le dernier mot dans sa propre maison m'avait appartenu pendant 6 ans. Et je voulais qu'il sente le moment précis où je le lui rendais. Non, papa, j'ai juste arrêté de payer pour ça. Et c'est là que mon père a enfin cessé de parler. La lettre recommandée de la première rue nationale est arrivée chez mon père le mardi 14 avril. L'avis de révocation est arrivé le même jour par un autre recommandé séparé. Le privilège hypothécaire a été levé sur mon titre avant la clôture des bureaux le vendredi 17 avril. 50 764 € de principal restants ont été transférés à mon père personnellement le même jour. Mathieu a rendu la Clio au concessionnaire de Monceau le jeudi 16 avril. Le concessionnaire a accepté la reprise pour une valeur de 3 500 €. Les 11 800 € de pertes sont tombés sur mon père. Je suis allée au concessionnaire le lundi suivant. Je suis restée dans le parking 10 minutes à regarder un vendeur laver la même voiture que Mathieu conduisait le soir du dîner. Les nouvelles plaques d'immatriculation provisoire avaient été retirées. Le porte-clés en forme de carte de la région était parti. De ma place de parking, la voiture ressemblait à n'importe quel autre stock. Juste une voiture parmi d'autres. Les Lefebvre ont été notifiés par lettre formelle le 22 avril. 2 jours plus tard, Owen Lefebvre m'a répondu directement par courrier. Mademoiselle Lefebvre, merci pour cette présentation.
Nous profitons du logement depuis 4 ans et espérons continuer. Owen et Laïa Lefebvre. La lettre est arrivée à mon nouvel appartement. Ils ne savaient pas qu'ils avaient été un secret. Ils avaient payé leur loyer à temps pendant 4 ans. Ils méritaient un propriétaire qui les traitait comme des locataires, pas comme un revenu invisible. Le vendredi soir 24 avril, à 20h18, j'ai reçu un seul SMS de mon père. « Tu as détruit cette famille. » Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai transmise à Gérard pour le dossier. Je l'ai enregistré dans l'onglet 4 du classeur. C'est lui qui avait tout détruit. Il avait juste besoin du nom de quelqu'un d'autre sur le reçu. C'était la dernière chose qu'il m'a dite. Depuis ce mercredi 29 avril, plus rien de lui. Puis le mercredi suivant, une lettre manuscrite est arrivée au bureau de Vivien. Mon adresse ne circulait pas et Vivien avait accepté de recevoir tout ce qui venait de la famille à ma place. La lettre faisait 2 pages. Ma mère ne s'est pas excusée pour l'acte notarié. Elle ne s'est pas excusée pour les Pearson, ni pour l'avis de loyer, ni pour ce dîner, ni pour toutes ces années à regarder son assiette sans rien dire. Elle s'est excusée pour une seule chose. Elle a écrit qu'un soir, elle l'avait vu assis à la table de la cuisine. « Sophie, en décembre 2024, il avait devant lui un de tes chèques et il s'entraînait à imiter ta signature sur un carnet. Je l'ai observé pendant 10 minutes depuis le couloir. Je n'ai rien dit. C'est pour ça que je te demande pardon. Pour le reste, je ne peux rien réparer. C'était signé « Maman ». J'ai relu la lettre 2 fois. Je l'ai glissée dans l'onglet 4. Je n'ai pas répondu. Ma mère avait enfin dit la seule chose vraie. Je ne la reverrai pas de sitôt. Mais elle l'avait dit, et c'était ce qui comptait. Le premier samedi de mai, j'étais dans la cuisine d'un studio rue Barclette, dans le quartier de la Colline aux Écureuils. 1 485 € par mois. La fenêtre donnait à l'est. La lumière entrait par un seul carreau au-dessus d'une petite table que j'avais achetée d'occasion à une étudiante qui déménageait. Je préparais le café avec une cafetière à piston. J'avais abandonné les dosettes 3 jours après mon arrivée à l'hôtel Mercure. J'ai allumé un bâton d'encens que ma tante m'avait envoyé de Clermont-Ferrand. J'ai ouvert mon ordinateur. Le fichier s'appelait désormais « Archivé, ne pas modifier ». Je l'avais renommé 3 jours plus tôt. Je n'y toucherai plus. Les 312 lignes à l'intérieur représentaient un travail terminé. La plus longue lettre d'amour que je n'avais jamais envoyée à personne. 6 ans de reçus, 6 ans de petits virements, 6 ans d'un amour qu'on m'avait présenté comme le prix d'entrée, jusqu'au soir où j'avais compris que la maison m'avait appartenu depuis le début. À 9h11, mon téléphone a vibré. Amélie. Le message contenait une photo. C'était une photo banale en apparence. Un camion plateau garé devant le numéro 4824 de l'avenue Belle-Elford. Le Toyota dessus, enchaîné, la peinture blanche qui attrapait le soleil du matin. Et dans l'angle, presque par hasard, la fenêtre en baie du bureau de mon père. Le rideau était tiré. « Il est venu ce matin, il n'est pas sorti », avait écrit Amélie. J'ai enregistré la photo dans un dossier que j'avais appelé « Clôturé ». Je n'ai pas répondu par message, je l'ai appelé. On a parlé 14 minutes. On n'a pas parlé de mon père, on a parlé de sa fille, Chloé, qui allait se marier en juin dans une petite chapelle près de Libourne. Chloé voulait que je sois là. Amélie voulait savoir si je viendrais. Oui, j'ai dit. C'était le 2e oui que je prononçais depuis des mois. Le premier avait été pour Vivienne, le soir où je l'avais enfin rappelé après des semaines à dire non. Redire ce mot, c'était comme respirer autrement. J'ai fermé l'ordinateur, je me suis levée. J'ai marché vers l'étagère près de la fenêtre et j'ai posé le dossier bleu marine tout en haut. Pas à la poubelle, pas dans un carton, pas hors de portée, mais assez haut pour que ça reste un choix conscient de le reprendre un jour. Il était calé entre mon diplôme de droit et l'espace vide où ma licence du barreau serait accrochée en septembre. L'examen du barreau tombait les 26 et 27 juillet. Il me restait 9 semaines. Procédure civile aujourd'hui, preuve jeudi, droit constitutionnel Laurent le samedi suivant. Je n'avais pas encore décidé quel cabinet rejoindre quand les résultats tomberaient. Viviane m'avait suggéré de me spécialiser dans la fraude immobilière. J'avais ri. Elle, non. Sur la petite table de la cuisine, à côté du café, il y avait une tasse en céramique que je m'étais offerte la semaine précédente. Le nom Lefebvre était gravé sur le côté, propre, simple. C'était la seule chose dans cet appartement qui portait mon nom de famille. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te demande juste une chose.
Va vérifier les noms sur les factures de ta vie, le crédit immobilier, les charges, la carte, le bail. Regarde qui a signé quoi. Regarde quel nom porte le poids de l'amour dans ta famille. Garde les preuves. Partage cette histoire avec quelqu'un qui continue de payer pour l'amour et commence à se demander si l'amour a jamais payé en retour. Je me suis assise à la table, j'ai pris la tasse. Le café était fort. La fenêtre donnait à l'est, la lumière était nette. Je m'appelle Sophie Lefebvre, j'ai 29 ans, je suis juriste, titulaire d'un doctorat en droit et dans 9 semaines, je serai avocate inscrite au barreau. Je possède une maison au 4824 de l'avenue Belfort que je loue à une jeune famille que je n'ai jamais rencontrée, mais qui m'a toujours payé à temps. Je ne dois rien à personne. Personne ne me doit rien non plus. Je ne leur ai pas pris leur maison. Je n'ai pas pris la Clio de Mathieu. Je n'ai pas pris leur réputation même s'ils le pensent probablement. J'ai pris une seule chose, mon nom. Ils l'avaient emprunté pendant 6 ans. Je l'ai repris. Et ça, c'est tout. Si quelque chose dans cette histoire t'a traversé, dis-le en commentaire. Ou envoie ce récit à quelqu'un qui en a besoin ce soir. Abonne-toi si tu veux connaître la suite de cette histoire, parce qu'il reste encore beaucoup à dire.